La caravane est là. Les animaux sont installés à côté du point d'eau. Gaspard a tenu sa promesse. J'échange un regard avec Marie. Elle me sourit. Elle n'avait jamais perdu confiance. Gaspard nous accueille en souriant. Marie part discuter avec Balthazar et son épouse. Elle a toujours aimé philosopher avec eux lors du passage annuel de leur caravane à Nazareth. Melchior regarde vers l'Orient. Sa précieuse cargaison d'or est en retard. Nous apercevons un légionnaire au loin. Mais, malgré les ordres, celui-ci n'a visiblement pas l'intention de commettre un acte qu'il n'approuve pas. Gaspard m'affirme qu'il faut que nous partions sans tarder et que dans son pays nous serions en sécurité avec notre bébé. Un navire nous attend. Lui nous rejoindra avec ses amis dès que leur caravane sera au complet. Le bateau est au bout du quai, prêt à appareiller. Les poissonnières interrompent leur commérage quand nous passons devant elles. Je sens leur regard réprobateur. J'entends leurs pensées. Elles trouvent que je ne devrais pas forcer Marie à voyager dans son état. Elles ne la connaissent pas, elle est forte, c'est elle qui m'entraîne dans son sillage. Lad, lui, il s'en fout. Il est sous son charme et la suivra jusqu'au bout du monde. De toute façon, c'est le moment ou jamais de partir. La météo est bonne et le danger est trop pressant. Le capitaine nous a débarqués en pleine nuit sur une petite plage de sable et nous a indiqué une direction à l'opposé de la mer. On est dans une calanque. Le Mistral va se lever et chasser les nuages. Vous trouverez un chemin qui part entre les falaises et qui nous mènera en haut. Il y a du monde par là-bas. Vous trouverez bien quelqu'un pour vous aider. Et il est remonté dans sa barque et a filé vers son navire. Devant notre désarroi, l'âne a pris les choses en main et nous a guidés dans la pénombre. Marie s'est accrochée à lui et il a adapté son corps au sien. Pendant notre ascension, quelques bourrasques ont précédé un petit vent du nord, vif et froid, qui a rapidement dévoilé un ciel étoilé mais sans vue. Au sommet de la falaise, nous découvrons une grande plaine herbeuse bordée d'un marais. Les gens nous jettent des regards méfiants, je les comprends. Ils ne nous connaissent pas. J'arrive à engager la conversation avec un homme. Il me dit être un gardien et s'occuper de taureaux. Ces animaux ont cassé une partie de leur barrière et se sont enfuis. Je lui propose mon aide pour la réparer. Après tout, je suis charpentier et le travail ne me fait pas peur. Nous avons vite fait de remettre la clôture en état. Déjà, un autre gardien à cheval est en train de pousser les animaux vers nous. Je suis étonné, ils ne sont pas très grands. Les hommes m'expliquent que ce sont des camarguais. On ne les tue pas dans les corridas. Ils servent pour des jeux où les jeunes gens à pied doivent décrocher une cocarde fixée entre leurs cornes. Je leur dis qu'il faut du courage pour se jeter comme ça sur des taureaux, même petits. Ils rient et me répondent que c'est un jeu et que les animaux s'amusent eux aussi. De son côté, Marie a rejoint les femmes. En voyant son gros ventre, elle l'accueille chaleureusement. Quand j'arrive avec les hommes, ils ne mettent pas longtemps à nous proposer un abri pour nous reposer. Nous repartirons demain matin. Nous sommes partis tôt ce matin. Nous croisons beaucoup de bergers. L'aide que j'ai apportée aux gardiens est déjà connue de tous, et ils nous adressent des gestes amicaux. Certains commencent à vouloir nous suivre. Ils parlent tous d'une étoile filante qui a commencé à parcourir le ciel toutes les nuits, peu avant notre arrivée. Ils parlent d'un présage et établissent un lien avec nous. Ça ne m'arrange pas, partir si loin et attirer l'attention à peine arrivé. Nous arrivons dans la cour d'une grande ferme. Un vieil homme est assis sur son banc. Ses yeux sont vifs malgré son air dolent. Tout le monde l'appelle le papet et quémande son autorisation avant d'entreprendre quoi que ce soit. J'aperçois un homme dans les collines au-dessus. Le papet a vu où se portait mon regard. On s'intéresse au fada de la ville. Il veut gagner de l'argent en devenant paysan, mais c'est un étranger, et bossu qui plus est. Il ne connaît rien au pays. Regardez-le s'activer avec son âne pour amener de l'eau pour ses œillets. Il ferait mieux de vendre et de rentrer chez lui. Vous avez vu au-dessus? C'est sa fille, une vraie sauvageonne qui passe son temps dans les collines, à maquiller on ne sait trop quoi. Il soupire, puis ses yeux brillent un bref instant. Il lance un regard appuyé vers la toiture de sa grange et fait une allusion à mon métier. Je m'approche, mais je vois qu'il y a un gros travail, et je comprends qu'il ne veut pas donner grand-chose en échange. Je lui promets de revenir le voir pour ne pas le fâcher. Marie a besoin de se reposer, la marche d'aujourd'hui a été longue. Il grogne et il nous réclame un peu d'argent pour la nourriture et le gîte pour la nuit. Dès l'aube, nous avons escaladé la colline et traversé la forêt. La jeune fille aperçue la veille nous a guidés. Elle s'appelle Manon et connaît toutes les plantes. Elle nous laisse une fois que nous avons retrouvé la route. Quelques ruches sont installées dans un champ. Les abeilles s'affairent. L'apiculteur nous donne du miel. Ça sera bon pour le bébé. Une fois passé un grand pont, nous trouvons une route pavée.
L'âne est content d'avoir un sol dur sur lequel il peut faire résonner fièrement ses sabots. La route longe une vaste étendue couverte de jardins et de vergers. Un paysan travaille dur à nettoyer son élevage de volailles. Les gens sont accueillants. Certains s'étonnent que nous sachions parler leur langue, le provençal. Je leur raconte que c'est Gaspard qui nous a appris lors des haltes de sa caravane dans notre village, en Palestine. Certains le connaissent, il revient chaque année pour leur vendre des épices qu'il a achetées là-bas. C'est bien pratique d'avoir la même monnaie dans tous les pays de l'Empire. Il est né dans ce village, mais en est parti à peine adulte pour courir le monde. Les villageois semblent fascinés par le futur bébé de Marie et nous donnent des fruits et des légumes. Il nous faut équiper l'âne de paniers qui sont rapidement remplis. Nous ne risquons plus d'avoir faim. Quand je parle de trouver un logement pour attendre la caravane, les gens nous orientent vers le village, mais avec le grand marché qui s'y tient, ils ne savent pas si on trouvera de la place. Au lieu de ça, ils nous proposent de nous monter une tente dans le livret et d'attendre le lendemain pour tenter notre chance. Lorsque nous prenons la route, nous apercevons le village devant nous, accroché contre la colline. En bas, une grande place, la mairie, l'église et des maisons bourgeoises. Au milieu, l'école, un espace avec des jeux de pétanque et une fontaine où on peut venir laver son linge. Et tout en haut, un petit village, comme une miniature. Oh, la petite cabane! Je note sa place. Marie en a souvent besoin en ce moment. Une farandole est en cours sur la place. Les danseurs s'élancent et rivalisent d'adresse et de précision. Le gendarme est distrait par les bonds gracieux des filles. Et voilà Tipoc, son prisonnier en profite pour prendre la tangente. Nous interrogeons les villageois pour tenter de trouver un logement. Même en mentionnant le nom de Gaspard, ils ne savent pas trop par où nous envoyer. À cause de la foire, beaucoup ont reçu de la famille et n'ont pas de place, et les auberges sont pleines. Le tambourinaï nous envoie vers le maître d'école. Nous allons vers le haut du village. Nous le trouvons qui surveille la récréation. Il nous dirige vers la partie de pétanque qui se déroule un peu plus loin. Les joueurs s'arrêtent un instant et nous conseillent de demander aux bugadières, qui échangent toutes sortes d'informations tout en lavant leur linge. Elle lève la tête sans arrêter de travailler et nous renvoie vers les notables, maires, médecins, bourgeois, qui discutent sur la place du village en bas. Nous redescendons. Marie grimace un peu, ses allées et venues la fatiguent. Nous évitons l'église, entourée de gens qui parlent beaucoup à la place de Dieu. Nous passons, sans nous arrêter, à proximité de la mine de bauxite. Le minerai rouge qu'ils sortent de la montagne a bien plus de valeur que le temps que les mineurs pourraient passer à nous écouter. Les notables ne savent pas nous aider, bien que nous attirions leur attention sur un individu suspect qui semble en vouloir à leur bourse. Nous repartons au hasard. Je ne sais plus que faire. Un facteur profite de notre passage pour interrompre sa tournée. C'est un bavard curieux qui nous écoute avec empathie et qui nous oriente vers le marché. Il y a du monde. Nous en profitons pour nous arrêter au four à pain et acheter une grosse miche. Le boulanger ne sait pas où nous envoyer. Les poissons ne nous intéressent pas, nous en avons trop mangé pendant la traversée. Quant aux fruits et légumes, l'âne en porte déjà 2 pleins paniers. Nous passons sans nous arrêter devant l'arracheur de dents, un peu effrayé par les cris de son client. Le meunier est bien trop occupé. Son moulin profite d'un vent bien régulier pour produire de la farine. Il nous jette un regard où transparaît sa fatigue et ne prend pas le temps de nous répondre, transpirant sous le poids de son sac, malgré le mistral qui s'est levé. Nous traversons rapidement un deuxième champ, occupé par les ferronniers et les rémouleurs, tous bien occupés, à ferrer les sabots des chevaux des visiteurs ou à redonner du fil aux lames émoussées. Un gitan nous interpelle car nous passons entre son campement et des champs de pastèques et de courges. Il connaît bien Gaspard et est même informé de son arrivée imminente. Il nous indique une étable qui appartient à notre ami et nous aide à nous installer pour l'attendre. Il n'y a pas de chauffage, mais un âne et un bœuf partageront leur chaleur avec nous. Une fois l'âne débarrassé de ses paniers et installé dehors avec de quoi manger et boire, nous fermons les portes. Notre situation me paraît beaucoup moins désespérée. Mais Marie est épuisée. Le terme est proche. Marie me réveille en pleine nuit. Cette fois, c'est le moment. Je l'aide autant que je peux, avec ma tendresse et ma maladresse d'homme. Quand j'entends les pleurs du bébé, je me mets à pleurer aussi. Marie me sourit. J'aperçois l'âne dehors. Il a franchi une clôture et mange des pastèques. Il n'a jamais été inquiet, lui. 2 étranges personnages ailés ont fait leur apparition. Cela doit être un bon augure. J'espère que Gaspard arrivera vite. Je ne sais pas combien de temps nous serons en sécurité ici. La nouvelle est parvenue.
Gaspard et la caravane ont débarqué. Les gardiens et les bergers ont dû lui donner des nouvelles. Ils suivent le même chemin que nous. C'est pas comme s'il y avait des options. Ils ont dû croiser Mano et l'apiculteur. Il a dû voir notre tente dans nos livrets et les paysans ont dû parler de notre passage. La foire bat encore son plein. Ils ont dû faire sensation en traversant le village. Tout le monde a dû s'écarter au passage de l'éléphant et des dromadaires. J'entends déjà le bruit de la caravane. Ils se rapprochent. Je les vois parquer leurs animaux. Les voilà! Gaspard et ses amis commencent par me rassurer. Avant de s'embarquer, ils ont fait courir le bruit qu'ils partaient voir l'enfant roi à Bethléem. L'empereur est devenu fébrile. Il n'est pas prêt de tourner son regard vers la Provence. Il doit partir pour s'occuper de ses affaires en ville, mais il reviendra bientôt, et il promet de nous emmener avec lui jusqu'à un endroit où nous pourrons nous installer et élever notre enfant en paix.